Alors, un dictateur moderne pourrait-il être considéré comme un roi légitime, une autorité légitime selon la Torah? Alors, cette semaine, le monde a pu assister à une opération spectaculaire qui venait arrêter la capture d'un chef d'État en cours de mandat, le dictateur Nicolás Maduro, comme vous l'avez tous entendu, vous l'avez tous vu, arraché lui et sa femme donc par les forces américaines sous la direction et le contrôle du président américain Donald Trump, qui d'ailleurs a affirmé aussitôt être aux commandes du pays, et donc poursuivi jusqu'à l'heure actuelle en attente un peu de justice américaine à Manhattan. Et donc ces derniers événements ont un petit peu ravivé des questions majeures à la lumière du principe qu'on connaît tous, Dina de Malchuta Dina. Le din, la loi d'une autorité royale est une loi, et juridiquement contraignante. On se doit de la suivre, de s'accorder à elle. Et donc il y a des questions qui se posent autour de cette loi. Premièrement, qu'est-ce qu'il en est pour une dictature? C'est-à-dire que comment considérer un dictateur? Est-ce que c'est une forme d'autorité légitime sur laquelle s'appliquerait le principe de Dina et Malchuta Dina, ou que finalement on n'est pas du tout dans un chef d'État, mais plutôt un chef de bande, ou même un chef de mafia un petit peu légalisé, mais il n'y a rien de légitime. Une deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est même l'inverse. Qu'est-ce qu'il en est pour des régimes démocratiques? Puisque finalement, quand on parle de Meller de la Torah, on entend plutôt quelque chose qui ressemble à une dictature. Un Meller dans la Torah, c'est quelqu'un quand même qui avait une autorité forte, suprême, qui avait plein pouvoir, rien à voir avec les régimes démocratiques d'aujourd'hui où il y a un parlement, où même le chef d'État, le président, il est soumis à beaucoup de choses. Donc on pourrait se poser la question inverse, est-ce qu'on pourrait appliquer le principe de Dina et Malchuta Dina concernant des régimes démocratiques? Et par rapport à l'opération de Donald Trump, il y a une nouvelle question qui pourrait aussi se lever, c'est ce président américain donc, qui va prendre la place du dictateur au Venezuela. Finalement, alors c'est vrai que c'est de manière circonstancielle et c'est peut-être provisoire, mais pour l'instant c'est lui qui prend le contrôle, qui prend la souveraineté du pays. Qu'est-ce qu'il en est si par exemple il voulait lever un impôt et obliger les gens à... Est-ce qu'on rentrerait aussi sous l'égide de Dina de Malchuta Dina et ça obligerait les citoyens de s'accorder avec cette décision, alors que finalement c'est une souveraineté un petit peu provisoire? Là, donc c'est plusieurs questions qui pourraient graviter autour de ce principe fondamental de Dina de Malchuta Dina. Et on pourrait ajouter aussi une question intéressante, c'est que ce dictateur là de Maduro, finalement il est poursuivi en justice et il va se présenter devant un juge juif religieux de 92 ans à Manhattan. Et on sait tous que face à un roi, il y a une bracha Baruch Shechalak Mikvodo Lirav. D'ailleurs, c'est Parashat Shavua, Parashat Shemot. Rashi cite cette Kavod Malchut, ce témoignage de respect qu'on doit avoir face à une autorité suprême, face à un roi. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour un roi? Alors, c'est vrai que là, il a été arraché, si on veut, de son palais. Mais de manière générale, qu'est-ce qu'il en est par rapport à un roi rachat? Alors, c'est vrai que dans les sources, on s'appuie sur la paracha. On parle de Pharaon, qui était probablement un roi pas très sympathique. Donc face à un roi rachat, est-ce que aussi on a une notion de témoigner du respect et de faire la bracha de... Voilà. Donc pour essayer de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on développe un petit peu cette notion-là, ce principe fondamental de Dina de Malchuta Dina. C'est un principe qu'on retrouve dans la Gemara, qui est énoncé par Shmuel dans Baba Kama d'Av Kuf Yud Gimel, qui vient et qui nous dit que si le roi impose, affirme des lois, donc ça oblige, on est obligé, c'est contraignant. Alors il parle par exemple des impôts, il y a une levée d'impôts, de contributions générales. Celui qui va essayer de se détourner de ces impôts, ce qu'on appelle de frauder ou faire une évasion fiscale pour essayer de ne pas payer les impôts, on rentre en confrontation avec le principe de Dina de Malchuta Dina, et ça serait du Gezel. Donc ça c'est un peu l'idée générale de Dina de Malchuta Dina. Alors quand on cherche un petit peu la raison de ce principe-là, on trouve dans les Rishonim pas mal de raisons. Dans l'idée, il y en a deux. On va parler de deux grandes raisons, les deux raisons principales qui ont été dictées par les Rishonim. Donc on a le Ran dans les Darim Kafret qui nous dit que tout simplement le roi possède les terrains, les territoires du pays appartiennent, sont dans la possession, dans la propriété du roi. Donc à partir de cela, imaginez que vous rentrez chez quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, dans une propriété, un domaine privé,
et qui vous dit écoute, si tu veux rester ici, il y a telle et telle condition. Bah, évidemment que ça nous oblige, on sera obligé de s'accorder à ces conditions parce que sinon elle peut nous dire dehors. Donc c'est exactement la même chose face à un roi. À partir du moment où on considère que les terres lui appartiennent, donc ça nous oblige de s'accorder aux règles et aux conditions qu'il nous donne pour rester sur cette terre. Ça c'est l'idée du RAN, et d'ailleurs le RAN il va plus loin. Il dit à partir de cela on peut comprendre que cette loi s'applique uniquement concernant Malché Goïm, qui concerne les nations. Mais malgré Israël, les rois d'Israël, ou la terre d'Israël, les terres n'appartiennent à personne, sont restées à Kadosh Baruch Hu qui a fait le partage aux 12 Shvatim en entrant sur la terre. Donc on ne peut pas considérer que ça appartient à un roi quelconque. À partir de cela, le RAN dit que ne s'applique pas en Eretz Israël ou sur des rois d'Israël le principe de Dina de Malchut Adina, d'où l'ouverture du sujet. Est-ce qu'en Israël aujourd'hui, ce principe il est appliqué? C'est une question énorme entre les très grands rabbinim en Israël jusqu'aujourd'hui. Et ça a des implications à l'Afrique sur tout ce qui est de l'évasion fiscale, ou est-ce qu'on doit suivre le code de la route, etc. Donc ça c'est le premier avis du RAN, c'est que ça démarre d'un pouvoir du roi qui possède les terres. Il y a une autre raison qui est donnée, on trouve dans le Rashbam Baba Batra Nun Dalet, où c'est complètement une raison complètement différente. Lui se base sur le fait qu'il y a un certain consentement et une certaine approbation des citoyens de cet endroit-là. C'est-à-dire que les sujets de ce royaume acceptent volontairement le roi et même ses lois. Donc il y a une acceptation des gens sur les lois que le roi va ériger. Donc quelque part, on pourrait déjà tout de suite dire, si on se pose la question concernant des régimes démocratiques, a priori, ça dépend entièrement de cette controverse des opinions. Ou si on s'appuie sur le RAN, où il y a quelque chose de très fort chez le roi, il y a un pouvoir où il détient une possession des terres, dans une démocratie, ce n'est pas vraiment le cas. Alors que si on part d'un principe où tout démarre de l'acceptation et de la volonté, du consentement des citoyens, du peuple, donc là au contraire, c'est peut-être même plus fort dans une législation où c'est sur le suffrage universel, c'est le roi il est mandaté par le peuple, il est élu, donc là on parle vraiment d'une acceptation volontaire où s'appliquerait encore plus Dina de Malchut Adina. Alors dans le Rambam, ce qui est intéressant, c'est quand on ouvre le Rambam, alors pourquoi c'est intéressant? Parce que dans le Shulchan Aruch, prochaine Samertet, il reprend le langage du Rambam, donc la halacha, on retient l'idée du Rambam. Alors, il y en a beaucoup qui veulent faire dire au Rambam, qui auraient compris comme la deuxième raison qu'on a donnée, celle du Rashbam. Parce que quand on lit le Rambam dans Ilchot Gzela Perek, à la fin, dernière halacha, je vais vous le lire en traduisant directement, Bameh Dvarim Amorim, dans quel cas s'applique ce principe de Dina de Malchut Adina? Alors le Rambam il fait une distinction fondamentale, il dit ce principe c'est pas un chèque en blanc qu'on a donné, qu'on a octroyé à n'importe quel dirigeant, mais il y a une distinction majeure entre un souverain légitime, d'accord? Alors pour reprendre les termes du Rambam, où sa monnaie, il a une monnaie courante qui est répandue au sein du peuple, il y a un consentement du peuple qui veut bien se soumettre à son autorité, là on parle de Dina de Malchut Adina. Par contre, si on est dans une logique d'un roi qui prend le pouvoir par la force, d'accord, qui n'est pas reconnu par les institutions, qui ne s'inscrit pas dans un cadre légal, là le Rambam il dit c'est considéré comme l'istim mezouyan. On a affaire plutôt à un brigand, un espèce d'usurpasseur, un tyran, un gazlan, sur lequel ne s'appliquerait pas Dina des Malchut Adina. Donc beaucoup veulent faire dire au Rambam, voilà, il a compris que ce principe est basé sur cette idée d'acceptation et d'approbation du peuple, comme le Rashbam, et donc à partir de là, dans une démocratie évidemment que s'applique Dina des Malchut Adina. Quand on examine le Rambam un peu de plus près, dans un autre Rambam, les Chot Melachim, les lois qui sont relatives au roi, donc si on examine en profondeur, c'est pas vraiment, ça apparaît pas tout de suite, mais en examinant un peu plus en profondeur, il apparaît dans le Rambam en fait une approche complètement différente. Le principe de Dina de Malchut Adina s'appuie sur ce qu'on appelle Parashat Amelech. Alors Parashat Amelech, c'est un peu une manière, c'est ce qui est décrit dans le Navi Shmuel, Sefer Shmuel, où la Gemara dans Sanhedrin d'Afraf, elle déduit de là les droits du roi. Le roi, l'autorité royale, détient des droits, certains droits. Et ces droits ne sont pas définis dans la Torah, sont définis dans le Sefer Shmuel, dans le Navi, où là-bas il y a une série de droits qu'on a donnés, qu'on a octroyés au roi. Alors pour reprendre un peu ce qui est écrit dans le Sefer Shmuel, qui énumère les droits du roi, on parle de réquisition d'hommes pour entretenir l'armée, réquisition de femmes pour le palais, on parle de saisir des terres, on parle de lever des impôts. Donc il y a énormément de droits qui sont donnés, il y a une liberté qui est donnée au roi de pouvoir imposer des conditions, des lois, réquisition des hommes, des terres, même des impôts, etc. Ça fait partie de ce qu'on appelle Parashat Amelech.
Alors c'est une marloquette dans la Gemara Sanhedrin Traf entre Rav et Shmuel. Est-ce que cette paracha c'est vraiment quelque chose de vrai ou bien c'est une mise en garde, c'est une manière dissuasive? Shmuel il considère que c'est complètement accepté, c'est vrai. Et d'ailleurs, on pourrait dire que c'est Shmuel et Shitato, c'est-à-dire que c'est le Shmuel qui nous a dit Dina de Malchuta Dina, il s'appuie sur ce qu'il a dit par Parashat Ameler, et c'est ce qui apparaît dans le Rambam Ilchot Melachim, qui considère Dina de Malchuta Dina s'appuyant sur le principe de Parashat Ameler. Donc on verrait que on ne parle pas ici d'une acceptation venant du peuple, mais au contraire d'un droit qu'on donne au roi. C'est-à-dire que le roi il a un pouvoir décrit dans cette fameuse Parashat Ameler. Ce pouvoir lui donne cette forme de juridiction contraignante qu'on appelle Dina de Malchuta Dina. Et donc si on réfléchit à partir de cela, j'aimerais ramener une preuve à ce que je dis à partir de l'idée de Kibush Milchama. Vous savez tous qu'il y a, c'est une discussion dans les Rishonim, dans Maseret Gitin d'Aflametret, c'est une sougia assez compliquée. Là-bas on parle d'un preneur, d'un ravisseur qui prend des gens d'esclaves. Est-ce qu'il y a une forme d'acquisition ou pas? Donc dans les Rishonim, là-bas il y a une divergence d'opinion, à savoir est-ce qu'il y a une idée de Kibush Milchama. Kibush Milchama, c'est l'acquisition par la voie de la conquête. C'est-à-dire que, est-ce que la conquête, ça me donne une forme d'acquisition? Le Rajva, il considère que oui, beaucoup de Rishonim considèrent que non. Quand on lit le Rambam dans Ilchot Avadim ou dans Ilchot Melachim, il apparaît que oui. C'est-à-dire que si on lit de près le Rambam, il y a une notion qui s'appelle Kibush Milchama. C'est ce qui s'est passé à Amon ou Moab qui a roubé Sichon, comment le peuple d'Israël a pu conquérir les territoires de Amon ou Moab alors qu'il y a un interdit, puisque Sichon était au milieu, a débloqué cet interdit en lui-même avoir conquis ce territoire. Donc on voit que le fait d'avoir conquis ce territoire, ça a donné une acquisition, sur lequel le Rambam il dit il y a une forme d'acquisition qu'on appelle Kibush Milchama. Alors quand on observe le Rambam de près, c'est pas très clair d'où vient Kibush Milchama, mais le Radbaz, dans ses responsables Ilchot Melachim, il nous dit que Kibush Milchama, c'est basé sur le principe de Dina de Malchuta Dina. On a aussi le Machan Ephraim de Ilchot Avadim qui nous dit que c'est basé sur Dina de Malchuta Dina, et quand on observe bien le Rambam de près, ça apparaît explicite. Donc cette idée de Kibush Milchama repose sur Dina de Malchuta Dina. Alors, si on considère que Dina de Malchuta Dina s'appuie sur le consentement du peuple et l'acceptation, l'élection, le mandat offert par le peuple, alors on ne comprendrait pas comment on peut appliquer ça dans Kibush Milchama, puisque là c'est un roi qui va conquérir un pays étranger, une terre étrangère, où là-bas il n'y a pas eu de consentement, personne n'a accepté, etc. Donc comment on peut arriver à inscrire ça dans Dina de Malchuta Dina? Alors il me semble que le Rambam n'a jamais voulu dire qu'il y avait Dina de Malchuta Dina s'appuie sur le consentement. Pas du tout. Ça, c'est l'idée du Rashbam dans Bavatra. D'après le Rambam, ça démarre d'un pouvoir du roi, d'un pouvoir octroyé au roi, ce qu'on appelle Parashat Ameler. Simplement que le Rambam, dans Ilchot Gzela, quand il nous dit qu'il faut distinguer entre un brigand, etc., il est venu définir qu'est-ce qu'on appelle un roi. C'est-à-dire qu'évidemment, un roi, c'est pas celui qui exerce les pleins pouvoirs et qui viole, tout ce qui appartient au pays, toutes les ressources du pays pour ses intérêts personnels et qui fait un peu ce qu'il veut et puis qui prive, qui confisque la liberté des individus. C'est pas ça un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui fait les choses pour le bien du peuple, qui considère le peuple. Alors évidemment, il y a Parashat Ameler, on lui a donné beaucoup de pouvoir. C'est fait dans le Rambam, dans Melachim, Perek Gimel, il y a une liste de lois qui sont là pour installer le pouvoir du roi. Comme on a dit, il réquisitionne des hommes, des femmes, des terres, des impôts, etc. Oui, évidemment, mais on ne peut pas aller plus loin que ça. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Achav, où quand il voulait absolument, il convoitait la convoitise de la terre de son voisin, la fameuse vigne de Navot à Israéli. Donc après, il a trouvé une manière, en faisant un faux procès pour essayer de réquisitionner cette chose-là, il finira par être puni très sévèrement, lui et sa femme Isabelle, qui va être complètement déchirée par des chiens, donc une fin tragique. Et on pourrait se poser la question, mais finalement tu m'as dit Parashat Ameler, le droit il a un pouvoir assez fort, une liberté. Alors Tosfot dans Sanhedrin, il pose la question, il donne 3 ou 4 réponses. La réponse qui est retenue apparemment dans le Rambam, c'est que évidemment on a donné un pouvoir au roi, il peut se servir des terres un peu à son gré, à son choix, mais il y a une limite à ça. Il doit faire ça, par exemple, pour le besoin de ses esclaves. Il ne peut pas faire ça pour des intérêts personnels. Ça, c'est une des réponses de Tosfot, et c'est celle qui est retenue dans le Rambam. Donc on voit clairement que Parashat Ameler, c'est bien joli,
Sur Parashat Ameler s'appuie, c'est le fameux Shmuel sur lequel s'appuie Dina de Malchuta Dina. Mais attention, il y a une limite. Parashat Ameler, c'est pas les pleins pouvoirs de manière absolue, arbitraire. On a une distinction fondamentale entre un roi légitime et ce qu'on appelle une dictature non légitime, un brigand, un chef de mafia ou un tyran, appelez-le comme vous voulez. Donc, si on continue dans cette logique-là, concernant un dictateur comme son nom, qui porte bien son nom, un tyran, ne s'appliquerait pas le principe de Dina de Malchuta Dina, parce que là on dépasserait les limites de Parashat Ameler. Et c'est ce que le Rambam nous dit, c'est un listim, c'est un gazlan, il fait un peu ce qu'il veut, il prive la liberté des citoyens de son peuple, donc il ne s'inscrit pas du tout dans une autorité légitime sur laquelle s'appliquerait Dina de Malchuta Dina. Ce principe, on le retrouve aussi dans le Radbaz, Ilchot Melachim Perek Gimel à la Chachet. Alors le Radbaz, là-bas, il nous parle du principe de Mored Bemalchut. Vous savez tous qu'il y a une idée dans la Torah de Mored, celui qui se révolte contre l'autorité royale, il est passible de mort. D'ailleurs, on apprend ça aussi du roi David par rapport à Shimi ben Gera, donc qui avait menacé, qui avait méprisé David et qui a mérité la mort. Donc le Radbaz, il écrit, il y a un Radbaz très intéressant de Perek Gimel à Rachel, je vous le lis, il dit Ve'ay melech c'est-à-dire que si ce Meler, il a pris le pouvoir par la force, il s'est imposé de manière absolue, de manière arbitraire, ne s'applique pas le principe de Mored Bemalchut, le rebelle face à l'autorité royale, et ne sera pas condamné à mort, puisque ce roi n'est pas un roi, et simplement un tyran ou une espèce de chef de bande. Donc cette idée on la retrouve dans le Rambam de manière explicite, dans le Radbaz, que quelqu'un, c'est un peu l'idée qu'on a dit concernant Achav, qui dépasse les pouvoirs légitimes dans le cadre légal de ce qu'on appelle l'autorité royale, on n'a plus du tout affaire à un roi, on a affaire à un dictateur qui ne répond pas à cette définition d'une souveraineté légitime et sur laquelle ne s'appliquerait pas le din de Dina de Malchuta Dina. Mais pour aller au bout du sujet, j'aimerais faire une distinction entre Meler et Malchut. Parce que finalement, Shmuel il a dit Dina de Malchuta Dina, il n'a pas dit Dina de Malka Dina. Il n'a pas parlé du roi à l'échelle individuelle, il a parlé de la Malchut, de l'autorité royale, du système. Et d'ailleurs, cette idée-là, elle est presque explicite dans un Rashba Babatranouné qui fait cette distinction entre Malchut, on a dit Malchut, on n'a pas dit Meler. En réalité, je pense qu'il y a une très grande différence entre la notion de Meler et de Malchut. Si vous voulez, pour essayer de prouver ça, il y a un Yerushalmi intéressant concernant David Ameler. David Ameler, quand il était poursuivi par son fils Avshalom, il approchait en korban, vous savez, un korban d'expiation, il approchait une seira, une chèvre, et non pas un seir. Vous savez que dans les korban, Parashat Vayikra, on a des différentes catégories en fonction du rang de la personne. Pour un Meler, en général, on a un seir. Et d'ailleurs, il y a 4 catégories. Et là, on nous dit que le roi David, quand il était poursuivi, n'amenait plus de séir, mais une séira comme un idiote, comme le commun des mortels. Et pourtant, dans cette même période-là, on trouve l'affaire de Shimi ben Gera qui est condamné à mort sur la rébellion, sur le concept de Mored Bemalchut. Donc il faudrait savoir, le roi David à ce moment-là, dans cette période spécifique où il est poursuivi, où il se détache du palais pour s'enfuir de son fils, est-ce qu'il est considéré comme un roi ou non ? Alors ce que j'aurais envie de répondre, c'est qu'il y a une différence entre Meler et Malchut. C'est-à-dire qu'il garde son statut de roi à l'échelle individuelle, au niveau personnel, mais Malchut, c'est le roi de manière effective, appliqué quand il exerce sa royauté sur le peuple et que ça prend une dimension effective. Ça, c'est ce qu'on appelle Malchut. C'est une idée. J'aimerais donc dire que quand on parle de Dina de Malchuta Dina, c'est vrai que ça s'appuie sur Parashat Ameler, sur le pouvoir royal, mais c'est peut-être pas spécifiquement sur le roi de manière à l'échelle isolée, à l'échelle individuelle, à l'échelle personnelle, mais plutôt sur sa malchut, sa manière d'exercer sur le peuple. Donc à partir de ça, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il en est dans un cas où, essayez d'imaginer un pays, je ne sais pas si ça existe, mais probablement où il y a un dictateur, donc il y a un dictateur qui est en place, qui est corrompu, un dirigeant qui n'est pas très légitime, mais que, on va dire, les infrastructures, le système de juridiction, les tribunaux, tout ce qui est bureaucratique, les structures administratives, elles, oui, répondent à des règles qui entretiennent un certain équilibre dans le peuple. Est-ce qu'on pourrait parler de Dina de Malchuta Dina, oui ou non? Alors d'après ce qu'on dit, oui, parce que finalement, on n'a pas affaire au roi, au chef d'État qui est lui-même corrompu, et dans certains domaines, il fait un peu ce qu'il veut, et c'est quelqu'un qui ne répond pas à ce que la Torah attend d'un roi légitime, mais finalement,
dans ce pays-là, on a installé, c'est voulu par le peuple, il y a quand même, on veut un pouvoir, on veut une direction, et c'est là, c'est organisé comme ce qu'on appelle, c'est le système qui devient plus fort que l'individu, c'est un état de droit, et à partir de cela, on peut dire qu'il y aurait, oui, un principe de Dina de Malchuta Dina. Alors, est-ce que c'est le cas au Venezuela? Je ne crois pas, d'accord, puisque là-bas, les institutions ont subi une certaine forme de politisation. Il faut savoir quand même qu'il y a une pénurie alimentaire très forte depuis des années. Il y a 7 millions de personnes depuis 2014 qui sont en fuite de ce pays. On parle quand même d'un tyran qui vole un peu toutes les ressources du pays pour ses intérêts personnels, en trafic de drogue, etc. Donc je ne pense pas qu'on soit dans une logique d'infrastructure qui garde un équilibre légal, un cadre légal, mais on parle d'un pays qui est complètement soumis à un tyran qui pense à ses intérêts. Donc si on veut résumer, concernant une vraie dictature, il n'y aura pas Dina de Malchuta Dina, comme explicite dans le Rambam, dans le Rat Baz, il n'a pas un statut de roi légitime sur lequel s'appliquerait Dina de Malchuta Dina. Concernant des régimes démocratiques, alors c'est un sujet qui est très controversé. Le Rav Ovadia Yosef, il voudrait considérer que oui, le Rav Kook aussi. On pourrait débattre, beaucoup s'appuient sur le Rashbam et le Rambam, qui disent que le Dina de Malchuta Dina, c'est un principe qui s'appuie sur le consentement et la volonté du peuple. On a prouvé que dans le Rambam, c'est pas le cas. Le Rambam, on voit oui que ça dépend du pouvoir du roi. Et malgré tout, on a voulu dire qu'il y a une idée de Malchut, et à partir de laquelle on pourrait oui dire que dans une démocratie, il y a une forme de Malchut, il y a une autorité suprême que tout le monde veut, que tout le monde accepte. Donc je laisse ce sujet un petit peu en interrogation, parce que c'est discuté même dans les poskim. Concernant, juste pour finir avec ça, concernant l'idée de Trump qui prend un petit peu le dessus, qui prend la place de manière circonstancielle pour en attente d'arriver à des accords sur le pétrole, etc. Donc est-ce qu'on pourrait parler de Dina de Malchuta Dina? Alors là c'est peut-être le contraire, même si on considère Trump comme un roi, mais il n'a pas de Malchut effective, c'est pas lui qui gère le pays. Finalement les bureaux, les institutions administratives ne sont pas entre les mains de Trump. Plus que ça, il y a un Maharajdam qui dit qu'un roi provisoire, concernant un roi provisoire, ne s'applique pas le principe de Dina de Malchuta Dina.